la une de l'actualité, au Soudan, les leaders de la contestation ont déclaré accepter la médiation impulsée par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed lors de sa visite à Khartoum. Présidentielle du 22 juin prochain en Mauritanie, 6 candidats se lancent dans la campagne pour succéder au président Mohamed Ould Abdel Aziz. Et puis la première ministre britannique Theresa May a quitté ce vendredi la tête du Parti conservateur, ouvrant officiellement la course à sa succession. Depuis ce vendredi à minuit, les 6 candidats déclarés à la succession du président Mohamed Ould Abdelaziz, dont le second mandat s'achève en août prochain et qui ne peut se représenter, ont le droit de tenir des meetings. Le ministre mauritanien de la Défense, Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Ghazouani, est le dauphin du président sortant. Militaire de carrière, il promet de consolider l'unité nationale en répartissant de manière équitable les richesses nationales. Il souhaite aussi réformer l'enseignement. Face à lui, 5 opposants espèrent s'imposer pour un second tour. Parmi eux, Biram Ould Abed, militant anti-esclavagiste, arrivé deuxième à la présidentielle de 2014. Ou encore l'ex-premier ministre Sidi Mohamed Ould Boubacar, qui a dirigé le gouvernement de transition de 2005 à 2007. Les 6 candidats devraient sillonner le pays jusqu'à la fin de la campagne le 20 juin prochain, à 2 jours du premier tour. Aucun débat télévisé entre les candidats n'est toutefois prévu. En cas de second tour, celui-ci se tiendra le 6 juillet. Pendant la pré-campagne, l'opposition s'est inquiétée d'un prémisse de hold-up électoral, dénonçant notamment la composition de la Commission électorale nationale indépendante CENI, dont elle juge les membres trop proches du pouvoir. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a appelé vendredi à Khartoum à une transition démocratique rapide au Soudan, accentuant la pression de la scène internationale sur les militaires au pouvoir après la violente répression du mouvement de contestation. La veille, l'Union africaine avait suspendu le Soudan jusqu'à l'établissement effectif d'une autorité civile de transition. L'armée, le peuple et les forces politiques doivent faire preuve de courage et de responsabilité en prenant des actions rapides vers une période de transition démocratique et consensuelle dans le pays, a déclaré Ahmed dans un communiqué à l'issue de sa visite. La tentative de médiation du Premier ministre éthiopien a été saluée par les 2 camps. Le conseil militaire est ouvert aux négociations pour parvenir à une solution à n'importe quel moment, a dit un responsable du ministère des Affaires étrangères, Hassan Ahmed, devant la presse. L'Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance de la contestation, a également déclaré accepter cette médiation tout en opposant plusieurs conditions à un retour à la table de négociation. Premièrement, la nécessité de la reconnaissance du Conseil militaire de transition dans l'exécution du crime qui a été commis. Deuxièmement, la composition d'une commission d'enquête internationale chargée d'enquêter sur les événements de l'éclatement du sit-in. Troisièmement, la libération des prisonniers politiques et des prisonniers de guerre et de tous ceux arrêtés pour s'être opposés au précédent régime. Comme depuis le début de la semaine, les rues de Khartoum étaient presque désertes vendredi, les habitants décrivant une situation de terreur avec la présence de paramilitaires de forces de soutien rapide, accusés d'être les principaux auteurs de la répression en cours depuis lundi. Ali Bongo Ondimba va s'adresser à la nation dans une allocution télévisée ce samedi à 20h locale. Ce sera à l'occasion du 10e anniversaire du décès de son père, le président Omar Bongo Ondimba. Toujours dans ce cadre, une grande messe œcuménique est prévue ce samedi dans le luxueux palais présidentiel de Front de Mer à Libreville. Arrivé au pouvoir en 1967, Omar Bongo s'y était maintenu jusqu'à sa mort le 8 juin 2009 à Barcelone, avant que son fils Ali Bongo ne lui succède en 2009.
Il faut dire que cette nouvelle sortie du président Ali Bongo Ondimba intervient alors qu'il se remet d'un accident vasculaire cérébral survenu fin octobre 2018. Après 5 mois de convalescence à l'étranger, il est rentré le 23 mars à Libreville pour un retour définitif qui devait notamment faire taire l'opposition qui réclamait depuis son AVC que la vacance du pouvoir soit déclarée. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba s'était adressé à la nation dans un bref discours de fin d'année enregistré à Rabat, lieu de sa convalescence, diffusé le 31 décembre. Puis marchant à l'aide d'une canne, il avait prononcé quelques mots à son arrivée à Libreville. Depuis, le président gabonais n'a fait aucune déclaration publique mais a multiplié les entretiens au palais présidentiel avec des chefs d'État africains dont les présidents sénégalais et ivoiriens Macky Sall et Alassane Ouattara. Il s'est également entretenu ce mercredi avec le président tchadien Idriss Déby Itno. Ce qui m'a laissé, c'est à part que l'école qu'il a fait, il a fait l'école jusqu'à là, ça résiste encore. Ça, c'est le souvenir que le prix Omar Bongo a fait dans mon village. Et il avait vraiment une réputation que je ne suis pas à mesure de décrire. Il était tellement populaire, entendu de tout un chacun. Je me souviens d'un chef d'État très concentré, très assidu, très travailleur, et qui mettait la patrie avant même sa propre famille. Et surtout, très soucieux du devenir non seulement de ses proches, mais surtout de son peuple et de son Nous sommes profondément préoccupés par les conditions épouvantables dans lesquelles des migrants et des réfugiés sont détenus en Libye, a déclaré vendredi un porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Selon ce dernier, environ 22 personnes sont décédées des suites de la tuberculose et d'autres maladies dans le centre de détention de Zitan depuis septembre 2018. Toujours selon cette source, 60 autres personnes souffrant de tuberculose ont été enfermées dans un hangar, tandis que 30 autres personnes, toutes chrétiennes, souffrant de la même maladie, ont, elles, été transférées vers le centre de Garian, près de la ligne de front. D'après les estimations de l'ONU, il y a encore 3400 migrants et réfugiés dans les centres de détention à Tripoli en proie à de violents combats depuis début avril. Ces affrontements opposent les troupes du maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est du pays, aux forces du gouvernement d'union nationale dirigé par Fayez al-Sarraj et siégeant à Tripoli. Malgré ces violences, les gardes-côtes libyens continuent de ramener en Libye les personnes interceptées en mer. Depuis janvier, plus de 2300 personnes ont ainsi été ramenées et placées dans des centres de détention. À ce propos, l'ONU se dit extrêmement préoccupée par les informations faisant état de disparition et de traite d'êtres humains après que des personnes aient été interceptées en mer par les gardes-côtes libyennes et ramenées en Libye. La troupe de Lyon a été vue à proximité d'une mine de phosphate près de la ville de Phalaborwa qui borde l'ouest du parc Kruger. Elle est en liberté dans cette région depuis plus d'1 an, d'après les autorités du parc Kruger, qui précisent que ces lions ne font pas partie d'une troupe connue par le parc national. Les félins se sont probablement installés dans cette région pour son gibier et pour l'absence de troupes rivaux. Le ministère de l'Environnement et du Tourisme de la province de Limpopo, où se trouve le parc, a appelé les employés de la mine de phosphore et la population à être vigilants. Lors d'une réunion, les autorités de la province ont estimé que les lions devraient être capturés et relâchés dans le Kruger. Mais le parc estime que cette mesure ne sera pas efficace, car ils s'échapperaient constamment et seraient chassés par les autres lions dominant la région.
Selon le parc, le plan est de capturer la troupe et de la déplacer dans une zone adéquate en dehors du parc Kruger et des réserves privées adjacentes. Jusqu'à ce que la solution soit trouvée, les félins représentent un danger pour les membres du public qui travaillent dans la zone. Mercredi soir déjà, un léopard du parc Kruger avait franchi une clôture électrique et s'était introduit dans une habitation du personnel du parc, tuant un enfant de 2 ans. Selon les autorités, des gardes du parc avaient ensuite traqué et abattu 2 léopards pour éviter tout nouveau drame. Le parc Kruger couvre près de 2 millions d'hectares et abrite plus de 500 espèces d'oiseaux et 147 espèces de mammifères. Il est l'une des plus principales attractions touristiques de l'Afrique du Sud. Quelques 3,3 millions de personnes ont fui depuis fin 2015 la crise au Venezuela, dont 1 million depuis novembre, a indiqué vendredi l'ONU, qui a missionné l'actrice Angelina Jolie à la frontière colombienne pour évaluer la réponse humanitaire à cet exode. Le rythme des sorties est vertigineux, ont indiqué le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés et l'Organisation internationale pour les migrations dans un communiqué conjoint. Les organisations spécialisées de l'ONU estiment qu'au total, 4 millions de Vénézuéliens sont recensés à l'étranger, dont 695 000 avaient migré avant fin 2015. Le Venezuela traverse depuis des mois une profonde crise politique avec la lutte entre le président Nicolás Maduro et l'opposant Juan Guaidó, qui s'est proclamé président par intérim et a été reconnu comme tel par une cinquantaine de pays, dont les États-Unis. Le pays est aussi en proie à une grave crise économique aggravée par un embargo pétrolier et des sanctions financières imposées par Washington pour tenter de chasser Nicolás Maduro du pouvoir et souffre de pénurie de nourriture et de médicaments. L'actrice américaine Angelina Jolie, ambassadrice de bonne volonté du HCR, a été envoyée vendredi pour une mission de 2 jours à la frontière colombienne avec le Venezuela pour évaluer la réponse humanitaire à cet exode, considéré par l'ONU comme le déplacement de personnes le plus massif de l'histoire récente de l'Amérique latine. La montée en puissance du parti du Brexit du populiste Nigel Farage rend plus amer encore le départ de Theresa May. Fondée il y a quelques mois et décidée à mettre fin au bipartisme britannique, cette formation europhobe a remporté la mise aux européennes fin mai avec 31,6% des suffrages. Après sa démission de la tête des Tories, Theresa May restera dans ses fonctions jusqu'à la désignation de son successeur par les conservateurs d'ici à la fin juillet. Au Royaume-Uni, le poste de Premier ministre échoua de droit au chef du parti qui réunit une majorité suffisante pour gouverner au Parlement. Au cours des prochaines semaines, Theresa May continuera à travailler pour les gens de ce pays. Le prochain chef du gouvernement britannique devra donc remettre le Brexit sur les rails, soit en négociant un nouvel accord avec Bruxelles, soit en optant pour une sortie sans accord, 2 scénarios qui sont d'ores et déjà au cœur de la course à sa succession. Visée par le Brexit, mais aussi par les complots et les critiques incessantes dont elle a fait l'objet au sein de son parti, profondément divisé sur la question, c'est une Theresa May au bord des larmes qui avait annoncé le 24 mai sa démission. I love